Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Année-lumière, avant-jour, plus que parfait ou encore tic-tac. Voilà quelques-uns des mots choisis pour l'édition 2023 de l'opération 10 mois, 10 mots, organisée par le ministère de la Culture. Alors le but, sensibiliser les jeunes générations à la langue française. La chef d'émission de ce projet sera avec nous dans un instant. On reste dans le thème de la francophonie en deuxième partie d'émission. On verra comment les élèves non francophones apprennent le français grâce à des vidéos. Le projet s'appelle « Les enfants parlent français » et sa directrice sera avec nous. Enfin, dans sa chronique Vue à l'étranger, Guillaume Ouattara nous emmène de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où le gouvernement fédéral a décidé d'imposer de nouvelles normes aux repas scolaires, avec notamment moins de sel et moins de sucre. Guillaume, qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et oui, les débats parlementaires ont commencé hier et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont houleux des scènes d'invectives, des insultes parfois, des députés qui quittent l'hémicycle et même une députée qui a reçu une notification sur sa montre parce qu'il y avait trop de bruit dans l'hémicycle. Bref, cette loi fait parler et elle fait aussi parler dans la rue puisque nous avons connu aujourd'hui une nouvelle journée de mobilisation, une mobilisation qui a eu lieu dans les lycées où on a pu observer quelques blocus à Paris, une soixantaine d'écoles de la capitale qui étaient également fermées. Dans un communiqué commun, 7 syndicats d'enseignants appelaient à une mobilisation. Et bien leur appel, il a été moyennement entendu puisque seuls 14% des enseignants, c'est le chiffre du ministère de l'Éducation nationale, étaient en grève. C'est quasiment 2 fois moins que la semaine dernière où 25% des enseignants s'étaient mis en grève. On poursuit avec une échéance redoutée justement par les enseignants et qui se profile, celle de l'annonce des mutations des enseignants. Et oui, le stress monte puisque l'on est à un mois quasi jour pour jour de l'annonce des mutations des enseignants. Alors c'est un moment qui est extrêmement redouté par les professeurs puisqu'un peu à la manière des jeunes qui candidatent sur Parcoursup, ils ont dû rentrer il y a quelques mois des vœux pour leur affectation, une trentaine de vœux au total et le système il est quand même assez décrié. Pour vous expliquer, c'est un système de barème qui comprend de nombreux critères, des critères d'éloignement géographique, de nombre d'enfants, des critères aussi pour se rapprocher parfois de ses conjoints et tout ça donne un barème qui ensuite permet d'accéder à certaines académies. J'ai fait le test par curiosité, j'ai dit que j'étais titulaire de l'éducation nationale depuis 2 ans, on peut faire une simulation en ligne, que je n'étais pas marié malheureusement et avec ces critères je cumule 54 points. Alors 54 points, ça aurait pu me permettre d'aller dans l'académie d'Amiens par exemple où il y a quelques places qui sont disponibles ou encore à Reims, mais l'une des académies les plus prisées c'est la Bretagne où il fait bon vivre depuis le confinement et là il m'aurait fallu 1000 points. On est assez loin du compte. C'est une situation en tout cas extrêmement stressante qui a été un peu décriée dans les colonnes de Télérama où une enseignante porte-parole nationale du SNES a expliqué ces dernières années on assiste à des formes de blocage en raison du manque de postes offerts au mouvement. Plus de 8000 emplois ont été supprimés depuis 2018. Cela donne lieu à des situations humaines très difficiles. On poursuit ce JT avec un débat qui fait rage en ce moment. Faut-il rendre obligatoire le service national universel? Et oui, c'est un débat insoluble et qui agite en ce moment les colonne de l'Obs, puisque, vous le savez, le SNU, Service National Universel, c'est cette période d'engagement civil et associatif qui est proposée aux 15-17 ans avec 3 phases, un séjour de cohésion de 2 semaines, une mission d'intérêt général de 84 heures et un engagement volontaire de 3 mois. Du côté du secrétariat d'État à la jeunesse et au Service National Universel, on est très clair. Le séjour de cohésion et la réalisation d'une mission d'intérêt général prévue ont vocation à devenir obligatoire pour l'ensemble d'une classe d'âge. Mais des voix s'élèvent, je le disais, dans les colonnes de l'Obs, à l'image de Bénédicte Chéron, une historienne qui ne mâche pas ses mots. Tout cela repose sur une illusion, a-t-elle ainsi écrit. On continue avec Pape Ndiaye qui souhaite renforcer le sport à l'école. Oui, le ministre continue finalement à dérouler sa feuille de route. Après l'annonce de la suppression de la techno en 6e pour renforcer les acquis, il s'attaque à la sédentarité des élèves. Et là, il faut le dire que la France est mauvais élève, surtout depuis la crise sanitaire où on a eu de moins en moins de licenciés dans les clubs de sport. Le résultat, c'est que plusieurs études montrent que les élèves français sont trop sédentaires. Alors, le ministre, il était hier en déplacement dans une école de Nogent-sur-Marne où il a assisté à des séances de sport et il a expliqué qu'il est tout à fait possible et même
nécessaire de combiner les 3 heures de PS avec une demi-heure quotidienne d'activité physique. Ça, c'est sur le papier. C'est ce qu'on veut, rue Grenelle. On veut du sport, du sport, du sport. Mais dans la réalité, eh bien, c'est différent. Il y a eu un rapport de l'inspection générale sur les CM2 et ça montre que l'horaire de PS, il n'est respecté que dans 7% des écoles. Le PS a perdu 60 minutes hebdomadaires en moyenne. Alors qu'on rappelle à quel point c'est essentiel l'éducation physique et sportive pour les élèves, peu importe l'âge. On termine avec une info insolite. Une école maternelle a été évacuée hier à cause d'un troupeau de vaches. C'est ça ? Eh bien oui, panique à bord dans une école maternelle. Il est 9h, on est dans les Marronniers, l'école maternelle des Marronniers à Loison-sous-Lens dans le Pas-de-Calais. Et là, le drame, une forte odeur de gaz qui se dégage de l'école. Panique à bord, les élèves sont obligés d'évacuer l'établissement avec les 9 enseignants qui sont présents sur les lieux. Les pompiers sont appelés à grand renfort de camions et de masques pour se protéger de cette terrible fuite de gaz. Et finalement, au bout de quelques minutes d'investigation, les pompiers se sont rendus compte qu'en fait, la fuite n'en était pas une, que tout cela provenait des toilettes de l'établissement. Alors, les fautifs ne sont pas les jeunes, mais bien un troupeau de vaches qui était présent à quelques kilomètres d'ici et qui avait dégagé du méthane qui, par infiltration, était tombé dans les canalisations. C'est nos confrères d'actu.fr qui ont relevé cette info plutôt rigolote et ils écrivent « Un troupeau de vaches ne devait pas être bien loin de l'école ce lundi matin. Plus de peur que de mal, les élèves ont pu regagner leur classe. » Merci beaucoup Guillaume. Alors comment sensibiliser les jeunes à notre belle langue française? C'est en réponse à cette question que le ministère de la Culture propose l'opération 10 mois, 10 mots. On reçoit tout de suite la chef de mission. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Annick Lilderley. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes chef de mission sensibilisation et développement des publics à la délégation à la langue française. 10 mois, 10 mots. C'est une opération de sensibilisation à la langue française. Absolument. Alors là, rien que quand on dit ça, on se dit mais pourquoi une sensibilisation? Pourquoi est-ce nécessaire? Et justement, on va développer sur ce sujet-là. Cette année, le thème, c'est le temps qui passe, avec les 10 mots suivants, 10 mots que j'ai cités dans le sommaire. Et je les rappelle parce qu'évidemment, je me suis dit, mais pourquoi on parle d'avant-jour? Déjà, un avant-jour, c'est quoi? J'ai fait le test à la rédaction. Écoutez, je ne veux pas détruire ma rédaction, mais peu de gens savaient vraiment définir avant-jour. On se disait tous l'aube, mais on ne savait pas trop réellement ce que c'était. Il y a année-lumière, il y a dardard, déjà vu, hivernage, lambiné, plus que parfait, rythmé, synchrone, tic-tac. Que doivent faire les participants de l'opération avec ces 10 mots? Alors, les participants doivent s'emparer de ce bouquet de mots. En fait, l'opération 10 mois 10 mots est une opération de sensibilisation à la langue française et à la francophonie. Les 10 mots sont choisis en fait par un groupe qui s'appelle le réseau OPAL, donc d'organismes de politique et d'aménagement linguistique, avec nos partenaires, donc de Belgique, la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Québec, l'Office québécois de la langue française, la délégation de la langue française de la Suisse romande, l'Organisation internationale de la francophonie qui représente l'ensemble des pays du Sud et la délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture pour la France. Et donc chaque année, nous nous retrouvons pour proposer ce bouquet de mots à qui veut s'en emparer, c'est-à-dire c'est vraiment un prétexte, j'allais dire, une contrainte féconde pour essayer effectivement de jouer avec la langue, de porter des projets pour faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes puissent avoir une relation plus singulière, plus familière à leur propre langue. Et peut-être plus riche aussi en vocabulaire. Absolument. Parce qu'effectivement, lambiné, on l'utilise assez peu, en tout cas ici en France. On avait parlé ici sur ce plateau, par exemple, du terme divulgaché qui était rentré dans le langage courant en France, parce qu'on dit tous, on s'empare des mots assez, on l'américanise assez souvent, donc on disait spoiler. Et c'est vrai que, du coup, moi, depuis que je connais divulgaché, j'adore ce terme. Formidable. Voilà. C'est ce qu'il faut parce faire. qu'en plus, c'est aussi la poésie et l'intelligence de ces mots, puisque là, pour le coup, on associe de termes qui expliquent une situation. Donc c'est une façon d'enrichir son vocabulaire et sa pensée, j'imagine aussi. Absolument. Et puis c'est surtout se rendre compte de la diversité et de la variété du français.
Et à ce sujet, je voulais aussi vous mentionner un autre petit outil qui a été développé par la Délégation générale langue française aux langues de France, qui s'appelle le Dictionnaire des francophones. Donc, Dictionnaire des francophones, c'est bien des locuteurs qu'on parle. Et c'est une agrégation de différents dictionnaires qui permettent justement de faire prendre conscience de cette variété du français et qui comporte aujourd'hui plus de 600 000 termes. Vous voyez, vous pouvez avoir dans votre poche 600 000 termes. Vous avez à peu près, à titre de comparaison, par exemple en Allemagne, en Espagne, le nombre de termes ou pas? Juste que je me rende compte. Non, mais un dictionnaire normal, papier, c'est 90 000 termes. Vous voyez, c'est assez énorme. La richesse des différentes cultures sous effectivement la langue française. Alors c'est une opération qui se déroule de septembre à juin, donc sur une année scolaire, clairement, septembre à juin. Elle est accessible à plusieurs acteurs culturels, alors à la fois, j'imagine, des musées, des bibliothèques, de tous ceux qui font la culture en France, sociaux aussi, des foyers, des hôpitaux, des maisons de retraite. Absolument. Donc c'est formidable car effectivement, c'est un spectre très, très, très large et bien entendu, éducatif, école, collège et lycée. Donc sur le plan de l'école, il y a un concours qui est organisé, c'est ça? Absolument. Donc le fameux concours scolaire, 10 mois 10 mots, qu'on organise avec nos partenaires du ministère de l'Éducation nationale et qui permet de faire participer en fait les classes du primaire jusqu'au lycée, avec une possibilité aussi pour nos partenaires francophones, donc de l'AEFE, de l'Agence des enseignants français à l'étranger, mais aussi de la mission laïque française, ou encore des écoles qui existent dans notre beau réseau dans le monde entier et qui sont labellisées France Éducation. Donc, vous voyez, c'est un concours qui s'offre effectivement en métropole, dans les Outre-mer, mais aussi à l'international. Et concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce concours? On peut faire une poésie? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces 10 mots? Le but du jeu, c'est effectivement de s'emparer de ces 10 mots pour faire une création littéraire artistique et essayer de faire en sorte que nos élèves puissent justement se familiariser avec la langue, mais aussi travailler ensemble, se respecter, travailler sur projet. Donc, on essaye aussi de faire en sorte qu'ils puissent rencontrer des artistes ou même aller à la rencontre d'œuvres. Donc, ça fait partie évidemment des piliers de l'éducation artistique et culturelle. Et on incite évidemment les enseignants à travailler en classe, en interdisciplinaire, parfois en classe dédoublée sur plusieurs niveaux pour proposer en commun un projet. Et pour ce faire, le concours est ouvert à la mi-septembre et ils ont jusqu'à la fin janvier pour réaliser ce projet. Et le projet, c'est une bande dessinée, une poésie? Alors voilà, un livre peut être physique ou numérique. Ouais. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a de plus en plus de projets numériques, mais on a encore de très très beaux projets physiques. On a eu, il y a 2 ans, une enquête qui était faite comme un jeu de société à l'Académie française pour aller à la recherche d'un mot. On a aussi parfois, comme on a des lycées professionnels qui viennent, on a eu toute une série qui était déclinée, qui était absolument fabuleuse, de vestes, donc qui avait été réalisée par des élèves et qui avait été décliné autour de l'air. Donc on a des projets assez fabuleux, je dois dire, le rapport, chaque année. Pour bien qu'on comprenne, le rapport par exemple entre l'exemple que vous venez de citer, les vestes, et justement le 10 mois 10 mots, le vocabulaire, c'est-à-dire que les mots étaient en relation avec comment vous avez mis en relation les vestes et les mots? Donc, c'était 10 mois 10 mots qui ne manquent pas d'air. Donc, c'était juste après la pandémie. Et donc, en fait, les élèves se sont emparés. Et donc, c'était des élèves d'un établissement professionnel, donc autour de la création et de la mode. Et ils ont fait des déclinaisons comme ça, donc en allant chercher des définitions, donc où ils écrivaient les mots
sur les vestes, ou alors il utilisait, comment dire, les expressions qui étaient faites pour tisser des fils. C'était assez extraordinaire, je dois dire. Alors l'annonce, vous disiez justement jusqu'à fin janvier, puisque l'annonce des résultats, elle est pour bientôt, elle est le 17 février, avec une remise de prix pendant la semaine de la langue française et de la francophonie, bien évidemment, qui a lieu du 18 au 26 mars 2023. Remise des prix qui se déroule quand même, attention, à l'Académie française. Absolument. Donc c'est quand même pas rien, parce qu'effectivement, pour tous ces élèves, peu importe d'où ils viennent d'ailleurs, et peu importe les milieux et les lieux de vie, c'est quand même un endroit sacré, si je puis dire. En tout cas, très emblématique. Voilà. Absolument, c'est un endroit très emblématique. C'est aussi l'occasion pour eux de rencontrer des personnalités du monde de l'enseignement et de la culture. Académiciens aussi ou pas? Absolument. On a un petit moment avec une photo avec les académiciens à la fin de la séance vers midi, puisque eux-mêmes sortent de séance. Le jeudi, c'est consacré à l'Académie française. Il y a toujours évidemment le secrétaire perpétuel, donc Hélène Carrière-Dancos, qui vient saluer, qui fait un discours et qui tient chaque année à être là et à accueillir les élèves et les enseignants. L'an dernier, on a eu la chance d'avoir le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui était venu lui aussi remettre un prix. Donc vous voyez, ça varie chaque année. Papa Diael sera là ou pas? Ah bon, ça, on ne le sait pas encore. Ah, vous ne le savez pas encore. Enfin, c'est quand même le 17 février, je crois, l'annonce des lauréats. Donc après, les lauréats, oui. Le 18 au 26 mars, c'est vrai qu'on a encore un peu de temps. Et l'emploi du temps est très chargé, notre ministre, surtout en ce moment. Alors, je veux revenir sur le thème, parce que c'est drôle d'avoir consacré cette édition. Enfin, c'est drôle. En tout cas, c'est l'idée qu'on en a eue. Cette édition 2023, au temps qui passe, finalement. Car c'est criant de rappel avec l'actualité. On est en pleine bataille avec la réforme des retraites. Donc, de notre rapport, si je puis dire. Alors, le terme est un peu à la vieillesse, mais c'est pas à la vieillesse, c'est juste à l'après-travail, en fait, à l'après-job. Et autant on voit justement le temps qui passe, on est fait sur les populations, sur la planète, sur l'écologie de manière générale. Est-ce que c'était pour faire écho à l'actualité que vous avez choisi ce thème? Toujours. En fait, on essaye à chaque fois de proposer des thématiques qui soient dans l'air du temps, j'allais dire. Et cette année, on a choisi à tous les temps, parce que on a été sensible justement à la polysémie aussi, de qu'est-ce que ça signifie à tous les temps. À tous les temps, ça peut vouloir dire les temps, le climat, donc avec l'urgence actuelle, avec les problématiques liées à notre planète, qui sont vraiment un des sujets d'actualité. Mais c'est aussi, comme vous le disiez très bien, eh bien ce temps qui est de plus en plus restreint, qui est de plus en plus tendu, et un désir, on l'entend aussi dans notre société, justement, de souffler, de prendre le temps et d'arrêter d'être angoissé, j'allais dire. On en est qu'au stade du désir, non? Parce que ça paraît impossible de prendre le temps. Et je ne sais pas. Je crois que aujourd'hui, quand on... Je sais pas, moi, quand je lis les journaux, quand j'entends aussi les jeunes générations, eh bien, je me rends compte qu'ils ont moins envie de s'investir peut-être dans le travail et plus de prendre le temps de vivre. Donc c'est aussi à nous d'en prendre conscience. Disons que le travail est perçu plus comme une charge, effectivement, plutôt comme une source d'épanouissement. Absolument. C'est peut-être sur ce sujet-là. Tout à fait. Et donc, prendre son temps, qu'est-ce qu'on a envie de faire de son temps? Et puis, ce sont aussi les temps de la conjugaison, d'où notre clin d'œil avec plus que parfait. Voilà. Ah oui, alors plus que parfait, justement. On peut en venir, vous en profitez. Merci mille fois, parce que plus que parfait, pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? On emploie très peu le plus que parfait? Absolument. Et puis, on voulait faire un clin d'œil au temps de la conjugaison, et on a été absolument ravis parce que c'est Geneviève Brisac qui a proposé un texte, parce que dans cette opération Dis-moi 10 mots, on a des petits supports, et on a notamment un cahier, un carnet, un livret des 10 mots qui comporte en fait une découverte à travers des auteurs francophones
que chacun des organismes dont je vous ai parlé choisit. Et pour la délégation, on a choisi Geneviève Brisac, qui nous a fait 2 très jolis textes. Je ne sais pas si vous les avez regardés. En tout cas, je vous invite J'ai à pas le eu le voir. temps, j'ai vu tout le reste, mais promis, je le fais Allez tout à le l'heure. consulter sur le site, qui est très drôle, qui est plein d'humour, autour de Plus que parfait et de synchrone. Ah oui, je vais le faire avec joie. Alors la francophonie, c'est un mot qui revient très souvent, effectivement, dans nos discussions. C'est un mot important dans ce projet. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la francophonie est en danger ou qu'au contraire, on fait de plus en plus de choses en faveur de la protection de la langue française ? Alors, en fait, il faut distinguer, je dirais, la langue française et la francophonie. Et puis, il y a 2 types de francophonie. Il y a la francophonie avec un grand F, qui est la francophonie institutionnelle, et il y a la francophonie avec un petit f, qui est la francophonie des locuteurs. Des gens qui existent, des gens qui travaillent sur le terrain, des gens qui s'engagent et des amoureux de la langue et de la culture française. Voilà, je dirais que ça, c'est 2 choses assez différentes. Et ils sont préservés. Vous pensez qu'aujourd'hui, on préserve justement cette langue française à travers le monde? On cherche à ce qu'elle continue d'exister, à bien ce qu'elle sûr, soit choyée? Bien sûr. Alors, on cherche à le faire. Je ne dis pas qu'on y réussit, mais en tout cas, on cherche à le faire. Et en tout cas, dans le souci qu'on a au ministère de la Culture, à la Délégation générale à la langue française aux langues de France, notre souhait, c'est évidemment de sensibiliser à la langue, mais aussi aux autres langues. Puisque, vous le voyez, dans notre intitulé, on a la langue française et les langues de France. Donc, on cherche aussi à promouvoir le plurilinguisme. Ce qui nous gêne, c'est pas qu'il y ait effectivement un attrait et une utilisation de l'anglais, mais en plus, de quel anglais parle-t-on? C'est du globish. Donc, c'est plutôt d'essayer de dire, mais utilisons toutes les langues qu'on a à proximité et faisons en sorte qu'il y ait une variété des possibles, du champ des possibles. Alors, on arrive évidemment à un sujet qui est un peu plus un sujet sur l'école proprement dite, à savoir les savoirs fondamentaux. On en parle beaucoup en ce moment. Le français, évidemment, fait partie des savoirs fondamentaux, puisqu'il y a le français et les maths, en gros. Le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, et tous les ministres de l'Éducation avant lui, évidemment, en ont parlé. Il faut renforcer ces savoirs fondamentaux, car on arrive à une situation assez critique, voire même très critique, qui est que beaucoup d'enfants arrivent en 6e et ne savent toujours pas lire et écrire correctement. Quel est votre avis sur la question? Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Je pense qu'effectivement, il y a eu un dysfonctionnement, pour le coup, des pratiques d'enseignement et surtout du temps consacré, effectivement, à ces savoirs fondamentaux. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut y revenir, mais il faut aussi accepter qu'aujourd'hui, on puisse lire autrement. En fait, on est toujours un peu dans une forme d'accusation en disant on lit de moins en moins, la bande dessinée cartonne, etc. Absolument. Et pourquoi pas? C'est une autre forme. Enfin, moi, je pense qu'il faut rester ouvert à d'autres formes d'écriture, d'autres formes de lecture. Et aujourd'hui, effectivement, nos enfants et nous-mêmes, on passe beaucoup de temps sur les écrans, on lit j'allais dire des choses ou des textes de plus en plus courts. On est moins dans un temps long, pour le coup. Et ça, c'est peut-être aussi un apprentissage qu'il faut, sur lequel il faut revenir. C'est ce pourquoi, d'ailleurs, l'an dernier, la lecture était la grande cause nationale. Et je pense que l'idée d'inciter les élèves, peut-être à la fin d'un cours, et de dire prenez 10 minutes, prenez un quart d'heure pour faire une pause, pour lire, pour couper, c'est pas mal non plus. Parce que ça casse un peu le rythme, ça casse justement cette espèce de flux où on veut toujours plus et on est un peu dans l'urgence. Comment on fait pour se déprendre de l'urgence? Comment on fait pour revenir à des fondamentaux et un temps qui est le temps, son propre temps à soi?
Ça, c'est vraiment décisif. Justement, il y a la création, car votre opération offre une grande liberté aux élèves. Il y a vraiment tout un processus de création pour ces élèves qui partent donc de ces 10 mots et qui peuvent créer tout. Vous l'avez dit tout à l'heure, un jeu sous forme un peu, si j'ai le droit de le prononcer, de Cluedo peut-être. Enfin, en tout cas, c'était comme ça que c'était proposé. Tout à fait. Après, il y a les vestes. Il y a plein d'idées possibles. Évidemment, moi, je pensais de manière assez basique à la poésie ou au chant ou autre, des textes. Mais est-ce que vous diriez qu'à l'école, finalement, les élèves manquent de cette créativité qui leur est proposée, dont ils auraient le choix, si vous voulez, de se laisser porter justement dans des matières comme le français ou la philo, l'histoire, enfin les matières littéraires, qui pourraient leur permettre justement de pouvoir se laisser porter dans quelque chose de peut-être plus créatif, et aussi ludique. Oui, moi je pense que l'art, la culture, évidemment, est essentielle à l'apprentissage, à l'éducation, à qu'elle permet d'ouvrir aussi les yeux sur notre monde, de réfléchir. Il me semble vraiment important pour moi de travailler dans une dynamique de projet et dans une dynamique pluridisciplinaire. Une dynamique de projet, ça veut dire inscrire un enfant dans un ton plutôt à moyen terme et non pas à court terme, et avec une idée d'un livrable, quelque chose à la fin qui reste une trace, qui reste une empreinte qu'il va pouvoir aussi conserver. Une création. Alors justement, dernière question, parce que le temps presse, mais cette éducation, je le disais, je le rappelle quand même, vous faites partie effectivement de ce ministère de la Culture, voilà, donc on parle vraiment de culture ici aujourd'hui avec vous, Annick Lederlé, et l'éducation artistique et culturelle, selon vous, est-ce qu'elle pourrait mener, ou est-ce qu'elle mène déjà, mais elle pourrait mener, parce que ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, à enfin cette égalité des chances pour tous les élèves face à l'apprentissage ? Alors, mener, je ne sais pas, mais en tout cas, il y contribue, c'est certain. L'idée de permettre, en fait, il y a aujourd'hui l'idée d'un label de ville, de commune. Cannes a été la première ville qui a eu ce label. Derrière moi, il y a eu une petite ville dans les Vosges, Saint-Dié-des-Vosges, qui a reçu ce label 100% EAC, c'est-à-dire de faire en sorte que dans le cursus d'un élève, il puisse avoir accès à différentes disciplines et être dans un processus à la fois d'enseignement artistique, de rencontre des artistes et des œuvres, et puis aussi de l'inciter à développer une pratique artistique. Donc je pense qu'effectivement, ces 3 piliers de l'EAC peuvent effectivement contribuer à un enrichissement personnel et à développer effectivement une certaine forme d'égalité des chances, comme vous l'avez dit. Oui, c'est ça, en fait, de développer son esprit critique pour devenir aussi citoyen de demain. Absolument. Grâce, effectivement, aux arts et à la culture. Merci 1000 fois, Annick Lederlé, d'avoir été avec nous sur ce plateau pour parler justement de cette opération de sensibilisation 10 mois, 10 mots. Je rappelle les dates qui sont sur mon petit papier. Donc, annonce des lauréats le 17 février et remise des prix à l'Académie française, n'est-ce pas ? Donc, du 18 au 26 mars, lors de la Semaine de la langue française et de la francophonie. Félicitations. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir été sur le plateau du Grand JT. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie de recevoir Aude Merkovitch. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice du projet Les enfants parlent français, un outil pédagogique pour apprendre le français. Alors, l'objectif du projet est d'offrir aux enfants non francophones, donc du monde entier, un outil pédagogique ludique, joyeux et adapté à leur âge. Ça, c'est vrai que ça laisse rêveur quand même, hein. Et oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est une série de petites vidéos qui font à peu près 3 minutes. Il y a une première série de 10 vidéos qui est donc maintenant disponible et qui met en scène des enfants de 12 ans, donc qui sont tous en classe de 5e, et dans des scènes de la vie quotidienne des enfants de leur âge, et qui se veut un soutien à l'apprentissage du français donc par les enfants du monde,
grâce à ces dialogues en français, donc par des enfants français, sous-titrés en français. Et nous avons fait le choix, en effet, d'avoir, si possible, une ambiance qui soit joyeuse, amusante, de manière à capter l'intérêt des enfants et finalement à leur faire oublier le côté peut-être un petit peu ardu d'écouter du français, qui est compensé justement par l'attrait qu'exerce sur eux, nous l'espérons, cette série. Alors c'est comme une série de télé, si je comprends bien, faite avec des enfants, pour des enfants, avec des sujets d'enfants d'ailleurs. Et c'est comme ça que vous pensez qu'on retient mieux une langue, c'est plus simple, c'est plus facile? Oui, c'est-à-dire que évidemment ça ne compense pas l'apprentissage du français, mais ceci dit, le caractère ludique n'empêche pas quelque chose de très professionnel. Et d'ailleurs, les dialogues ont été réalisés par une société de français langue étrangère, de FLE, qui s'appelle Je me forme autrement, et qui s'est chargée donc d'assurer un texte qui permette une progression cohérente dans l'apprentissage de la conjugaison, du vocabulaire, de la grammaire. Mais il s'agit surtout d'accompagner des cours de français par ailleurs, en formant l'oreille des enfants, en leur donnant cette possibilité d'écouter du français. Et nous avons donc les personnages principaux qui sont des enfants de 12 ans, mais il y a des garçons, il y a des filles, il y a aussi des grands frères, il y a aussi des parents, et il y a également un professeur qui est une femme. Donc on a vraiment essayé d'avoir différents timbres de voix pour offrir un outil justement qui familiarise les enfants avec l'écoute du français, pour les aider déjà à comprendre ce qu'ils entendent avant même de comprendre ce que ça veut dire. Alors, les enfants qui sont dans ces vidéos, c'est ça, vous les avez castés, puis mis en scène avec l'aide d'un professeur de théâtre. Comment ça s'est passé, cette expérience pour eux? Écoutez, ça a été, je pense, une très bonne expérience. Alors, il faut bien expliquer que ce projet a été réalisé dans un cadre associatif. D'ailleurs, c'est pour ça que les vidéos sont gratuites sur Internet. Elles sont à la disposition de tous parce que nous voulons que ce soit un outil pédagogique à portée de tout le monde et contribuer modestement, mais contribuer quand même à ce que l'éducation pour tous ne soit pas simplement de belles paroles, mais trouve une réalisation concrète. Et donc, les enfants qui collaborent à ce projet sont tous bénévoles. Ce ne sont pas des acteurs professionnels. Ce sont en effet des enfants qui font du théâtre. Et ils ont d'ailleurs été recrutés par leur professeur de théâtre qui s'est enthousiasmé pour le projet et qui a collaboré. Mais eux-mêmes ont souhaité participer à ce projet justement pour contribuer à un petit peu cet acte de solidarité avec les enfants du monde, de mettre à leur disposition ce qu'ils savaient faire, parler français. Et puis aussi, leur spontanéité, leur joie. Et pour eux, ça a été une expérience très enrichissante, je pense, parce que nous le savons, mais on peut en faire l'expérience. En se donnant aux autres, on reçoit aussi beaucoup de joie. Et vraiment, ils l'ont vécu. D'ailleurs, quand ils étaient un petit peu fatigués, c'est vrai que c'est contraignant, un tournage, on les encourageait en disant « Allez, pensez aux petits Chinois, aux petits Russes, aux petits Japonais, là, qui vont, grâce à vous, qui vont savoir dire des crayons, une gomme, un stylo ». Bon, voilà, donc ça les a amusés, mais ils étaient aussi portés par cet objectif qui est un objectif de générosité et de solidarité. Guillaume Ouattara. Oui, alors moi j'ai une question parce que je profite d'avoir une experte des langues pour élucider quelque chose que je me pose depuis très longtemps. Quand j'étais au collège, pour apprendre l'allemand, on nous faisait apprendre par cœur des phrases. Ich würde gerne Japan, ich war noch nie dort, ich war jetzt dort. Je les ai encore en tête. Ça veut dire quoi tout ça? Parce que là, moi, j'aimerais beaucoup aller au Japon, j'ai jamais été, etc. Et je me suis toujours demandé s'il y avait des vertus vraiment pédagogiques à apprendre par cœur. Est-ce que vous, les petits Chinois, les Thaïlandais ou les Japonais dont vous parlez, ils vont apprendre par cœur ces petites scénettes, et est-ce que ça a une vraie vertu pédagogique ou est-ce que c'était juste du sadisme de ma prof d'allemand que je salue au passage parce que je l'adorais? Alors, je pense que ça ne fait pas de mal d'apprendre par cœur, mais ce n'est pas moi l'experte en français langue étrangère. C'est pour ça que j'ai fait appel à une professionnelle, donc à cette entreprise Je me forme autrement, qui est experte dans l'apprentissage du français. Moi, j'étais la chef de projet, donc j'ai mené le projet, recruté des enfants, et j'ai aussi, j'ai cherché
les différents protagonistes, mais ce n'est pas moi la prof de français. Après, qu'est-ce que les profs de français vont faire de ces vidéos? Est-ce qu'ils vont les passer jusqu'à ce que les enfants les connaissent par cœur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, mon expérience, c'est que quand même, quand on a quelques formules que l'on connaît par cœur, eh bien, on peut les adapter, les recaser. Donc j'imagine que ce n'était pas seulement une lubie de votre professeur d'allemand. Aude Mirkovitch, vous disiez que vous avez pensé ce projet justement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu monter le projet en question? Vous avez voyagé, vous avez vécu dans un autre pays qui n'était pas francophone et vous avez eu envie aussi que les autres enfants apprennent le français. Comment c'est passé? Alors moi, ça remonte à une expérience personnelle assez lointaine. C'est que quand mes enfants étaient petits, eh bien, ils apprenaient l'anglais, eux. Et j'ai cherché sur Internet, sur YouTube, ce type de vidéo et je n'en ai pas trouvé. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, gratuit, mis à disposition et qu'on peut trouver facilement sur Internet, moi, je n'en ai pas trouvé. Il y avait des dessins animés ou alors il y avait des petites scénettes de dialogue facile, mais qui mettaient en scène des adultes. Donc, la première série, c'était un entretien d'embauche, bon, des préoccupations un petit peu éloignées des enfants. Hein, donc, c'était quand même un vieux souvenir que j'avais. Et puis aujourd'hui, eh bien, ce projet a pu se réaliser dans le cadre d'une association qui s'appelle Juristes pour l'enfance et qui œuvre de façon générale pour la promotion et la défense des droits de l'enfant. Donc là, concrètement, il s'agissait justement de contribuer à faire du droit à l'éducation quelque chose de concret et de pratique. Et c'est pourquoi c'est ce cadre associatif qui nous a permis de réaliser le projet et de le financer. Parce que les professionnels qui se sont investis dedans, notamment l'entreprise qui a filmé, qui a monté les vidéos, le professeur de français, les scénaristes, ce sont tous des professionnels qui ont bien entendu été rémunérés, mais enfin, ils se sont engagés bien au-delà de la prestation contractuelle qui était la nôtre, hein, qui nous liait. Et puis les enfants, eux, donc, étaient tous bénévoles. Mais enfin, malgré ces circonstances favorables, en effet, il faut quand même toujours un cadre et un financement. Voilà, mais la motivation était justement de contribuer à un effort de solidarité des enfants entre eux, de leur donner cette possibilité de réaliser un projet au service de tous les enfants du monde, ni plus ni moins. Alors certes, un projet modeste, mais enfin, ils sont allés au bout de ce projet et nous sommes très fiers de pouvoir le présenter aujourd'hui. Et puis c'est pour la promotion de la langue française et de la francophonie, donc c'est extrêmement positif. Évidemment, il n'y a pas que l'anglais dans le monde, pourtant qui est parlé partout. Merci beaucoup Aude Mirkovitch d'avoir été avec nous pour ce projet Les enfants parlent français, un outil pédagogique qu'on peut retrouver, j'imagine, sur YouTube et sur votre site internet, qui je rappelle est gratuit. Oui, ça... Les enfants parlent français, donc sans la cédille, ça fait lesenfantsparlefrançais.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Allez, maintenant c'est l'heure de retrouver Guillaume Ouattara qui, incroyable, est déjà sur le plateau, qui est avec nous, voilà, et qui va nous parler de sa chronique plutôt vue à l'étranger. Cher Guillaume, hier, avec nos invités, on parlait de la malbouffe en France. Alors là, vous avez décidé de nous emmener aux États-Unis. Mais oui, toutes ces histoires de cordon bleu, outre le fait que ça m'a donné très faim quand j'ai visionné. Ah, ça vous donne faim le cordon bleu, vous? J'adore ça, vous pas? Ah, pas du tout, non. Justement, qu'est-ce que vous avez mangé ce midi? Alors, un truc, c'est vrai, un peu junk food, un peu ricain. Qui est un burger sans gluten. Ah bah voilà, un burger sans gluten. Il y a une petite note quand même qui fait qu'on a l'impression que c'est diététique. C'est pas le choix, hein. Ouais. C'est pas par volonté diététique. Eh bien, vous vous rapprochez beaucoup de l'image d'Épinal qu'on a des États-Unis, ce pays, ce temple de la malbouffe où on enchaîne des burgers, des nuggets, et ce, même à la cantine. Les Américains ont la réputation de mal manger, de trop manger, d'avoir trop de sucre, trop de sel. Bref, c'est la malbouffe. Et il faut dire qu'il n'est pas rare, et j'en ai fait l'expérience, de trouver dans les cantines scolaires des distributeurs de soda. Une hérésie ici en France, mais qui est dans les normes et dans les coutumes. Alors il faut savoir qu'en 2012... Pardon, je ris parce que j'aime bien votre petit côté réac. Bah voilà. Oui, c'est mal. Le soda, c'est pas bien. J'avais pris beaucoup de poids. J'ai fait un séjour aux États-Unis et j'en suis reparti en mauvaise forme parce qu'on se laisse vite engluer et empâter dans 16 ans, truc scolaire. Et voilà, on est là. 6 kilos en un mois. Et bah ça m'étonne pas, moi c'était une quinzaine en 6 mois. Voilà. Et en 2012, Michelle Obama, elle avait tenté de réguler un peu ça parce qu'elle était très healthy et elle voulait que dans les cantines, on réduise les portions, qu'on en mette un peu moins. Eh bien, il y avait eu une réaction terrible des enfants américains qui avaient lancé un grand mouvement sur les réseaux sociaux. On n'avait pas encore TokTok à l'époque, mais déjà sur Twitter, oui je dis TokTok parce que je suis réac, mais sur Twitter,
et sur Instagram, il y avait un mouvement qui s'appelle We Are Hungry, où les jeunes se filmaient en disant il n'y a pas assez de portions. Résultat des courses, et les chiffres ils sont assez têtus. Hungry pour justement, excusez-moi, hein, mais hungry pour évidemment le double jeu du mot en fait. Hungry, on a faim et on est en colère. Les deux. Ouais. Mais je l'avais pas pensé. Ben non, mais vous parlez pas anglais peut-être. Je parle pas très bien, ni allemand ni anglais. Ok. Et les chiffres, eh bien, ils sont têtus. Pour et hungry and hungry. Hungry. C'est surtout que je le prononce très mal, donc c'est le jeu de mots qui est fait naturellement avec mon mauvais accent. Il faut que j'apprenne par cœur mes phrases. Mais les chiffres, ils sont têtus. 16%, imaginez, 16% des enfants de 6 à 19 ans sont en surpoids et pire, 19% sont obèses. Ça fait 35%, je suis nul en maths aussi, je n'ai aucune qualité, 35% des jeunes Américains qui ont des soucis de nutrition. C'est un scandale sanitaire. Mais alors justement, la donne pourrait changer dans les prochaines semaines, c'est ça? Eh bien oui, c'est une révolution. Souvenez-vous, Donald Trump, il avait son bouton pour avoir du coca à volonté dans le bureau Oval, donc il donnait pas forcément le bon exemple. Là, aux États-Unis, on va serrer la ceinture, et c'est le cas de le dire, puisque le ministère américain de l'Agriculture, qui est en charge de fixer les normes nutritionnelles des repas dans les écoles du public, a annoncé de nouvelles règles qui vont venir dans les semaines qui vont arriver et qui ont pour but de limiter la teneur en sucre des aliments, même dans les produits laitiers aromatisés. Alors, je ne sais pas ce que c'est un produit laitier aromatisé, mais ils arrivent à mettre du sucre dans du lait. Ce que nous dit justement le secrétaire à l'agriculture Tom Vilsack, nous devons tous nous mobiliser pour soutenir la santé des enfants si nous voulons atteindre l'objectif de mettre fin à la faim et de réduire les maladies liées à l'alimentation d'ici 2030. De nombreux enfants ne reçoivent pas l'alimentation dont ils ont besoin et les maladies liées à l'alimentation sont en augmentation. Oui, les enfants atteints de diabète aux États-Unis sont le chiffre est très éloquent, très important. Alors, combien d'élèves vont être impactés justement par ces nouvelles règles? Eh ben, c'est 30 millions, pas 30 millions d'amis, mais 30 millions. Enfin, si ça peut être des amis, mais 30 millions, je tente des petits jeux de mots. Non, voilà. mais pourquoi pas? Loïc Landreau sort de ce corps. je prends des meilleurs. Prends le rôle. Donc 30 millions 30 pour revenir millions. à quelque chose de sérieux. 30 millions d'enfants impactés par les nouvelles règles? C'est ça, l'administration américaine est en train de travailler, vous le disiez, de 2001 à 2017, le nombre de personnes de moins de 20 ans qui vivent avec un diabète de type 2 a augmenté, tenez-vous bien, de 95%. Une mauvaise alimentation augmente ce risque du diabète de type 2, qui est aussi appelé diabète du sucre parfois. Mais les autres maladies qui sont développées par les jeunes Américains, elles font un peu peur. De l'hypertension artérielle, de l'apnée du sommeil, du diabète, de la stéatose hépatique, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et surtout, et ça c'est très malheureux, la dépression, parce que la mauvaise bouffe entraîne des conséquences psychiques, des troubles aussi du comportement alimentaire. Ce nouvel effort qui est en train d'être discuté, il fait écho à des mesures qui avaient déjà été prises par l'administration Obama, qui avait exigé dans les cafettes scolaires qu'elles augmentent leur offre de fruits et de légumes et qu'elles ne servent que du lait écrémé ou à faible teneur en matière grasse. Mais tenez-vous bien, Donald Trump lui-même, on y revient, il avait vertement critiqué cette décision d'Obama de mettre des fruits et des légumes dans les cantines puisqu'il avait dit mais c'est trop de gaspillage. Bon, il l'a pas dit comme ça, mais en gros remettez des frites. Donc on va essayer d'avoir une alimentation plus saine dans les cantines. Aux États-Unis. Mais alors en France, justement, comment est-ce qu'on garantit la qualité nutritionnelle des assiettes servies dans les cantines? Quand on voit les cantines françaises, et je me suis replongé un peu dans mes souvenirs, puisque ça commence à remonter un petit peu, mon temps à la cantine, c'est vrai que c'est plutôt sain, il y a des entrées, des plats, des fromages, et on n'a pas tous les jours des frites. D'ailleurs, parfois c'est réclamé par les élèves, mais j'ai découvert qu'il y a en fait des règles. Un arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire définit tous ces critères. Ainsi, tous les déjeuners et dîners servis dans le cadre de la restauration scolaire comprennent un plat, une garniture, un produit laitier, une entrée et ou un dessert, et la variété de repas est appréciée sur la base de la fréquence de présentation des plats servis au cours de 20 repas successifs selon des règles fixées par l'arrêté. En clair, on va prendre 20 repas qui vont être proposés à la cantine et on ne pourra pas mettre plus de certains plats. Et il faut le savoir, un tableau qui réglemente combien de fois dans le mois on peut avoir des nems, combien de fois dans le mois on peut avoir des frites. Bref, les assiettes des petits Français sont adaptées à l'âge et aux besoins nutritionnels. Et surtout, bon appétit, Virginie. Et avec 5 fruits et légumes par jour ou pas? Non, ça, on ne sait pas. Il faudrait, mais peut-être pas dans les cantines. En tout cas, ils essayent de faire en sorte, effectivement, que ce soit respecté et que ce soit équilibré. Ils font tout pour, nos amis des cantines scolaires. Merci beaucoup, Guillaume Ouattara. Alors, tout de suite, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souviens d'écoliers. Et cette semaine, son invité est Florent Bott. Si je te demande un souvenir d'écolier précis, là, tout de suite, à quoi tu penses? Boom de fin d'année.
C'était quand? Quelle classe? Je sais pas, ça devait être en... Mais justement, peut-être celle de CM2. Celle Ça où a on commencé au se dit au revoir. CM2, les booms? Non, ouais, à peu près, ouais. Les booms de fin d'année, mais de l'école, organisés par l'école, ouais. Et vous, j'ai jamais eu ça, disait moi. tous au revoir. Ah ouais? Non. Ah, t'as raté le meilleur dans l'école primaire, les Fête booms. de fin d'année, en fait. Ouais. Mais c'est quand même un moment où vous dansiez? Ouais, il y avait eu des booms. Je n'avais pas ça. Un moment drôle, alors? Un moment de bonheur? Ouais, sympa. Non, encore une fois, l'école primaire, moi j'ai beaucoup aimé. On était encore des enfants et on avait l'impression de pouvoir jouer un petit peu toute la journée. J'ai des très T'avais pas bons envie de souvenirs. travailler, en fait? Si, l'école, c'était... Mais c'était vraiment très intéressant parce que c'est l'âge où on apprend à écrire, à lire. Et donc, il y a un tout nouveau monde qui s'offre à nous, celui de la lecture notamment. On devient un petit peu plus indépendant tout en restant des enfants. Donc, on est encore vus comme des enfants, donc maternés, choyés. Alors que... On est encore des enfants 2 mois après quand on arrive au collège, mais on doit être des adultes en arrivant au collège. T'avais envie Moi, qu'on ça a été prenne soin violent de avec toi, moi. en fait. Pardon, ouais. T'avais envie qu'on s'occupe de toi. T'as trouvé que t'étais un peu trop livré à toi-même, en fait? Non, ouais, c'était pas qu'on m'a... Peut-être la peur de l'abandon. Peut-être que t'as mis le doigt dessus. Mais je pense pas. Je pense que j'avais pas envie de grandir. Et j'aimais pas trop ce monde-là. Est-ce que t'as le souvenir d'un prof préféré? Ou marquant? Je me souviens de tous mes professeurs d'école primaire, tu vois, plus que du collège. Bah, Au ça collège, j'ai compte, hein. beaucoup moins de souvenirs d'eux. Il y en a un qui t'a marqué plus que les autres? Non, tous. Mais ma mère était institutrice D'accord. dans cette école-là. Elle n'a jamais été mon Ah institutrice. Mais donc tous les autres instituts, je les connaissais. C'était des amis de la famille. Et donc j'avais toujours un petit peu ce rapport peut-être un petit peu particulier, pas forcément privilégié, mais un petit peu particulier. Donc qui a cessé après une fois que tu arrives au collège? Oui, complètement. Peut-être que ça contribue au sentiment que tu ressentais d'être un peu moins peut-être protégé. Non, mais c'est pas le collège forcément en soi que j'ai pas aimé. Moi, c'était vraiment la crise d'adolescence qui a été difficile, moi, pour moi. Et qui a commencé un petit peu plus tard, d'ailleurs, pas forcément en 6e, 5e. Elle a commencé à partir, 5e, 4e, à partir de là. Les 12-13 ans, là, ils ont été assez difficiles. Est-ce que tu avais une matière préférée? Ouais, la musique. Pour de vrai, oui, au collège, j'étais bon en musique et du coup, c'était facile pour moi, j'adorais ça. Tu jouais de beaucoup d'instruments? J'allais à l'école de musique. En parallèle? Donc, en parallèle, ouais. Donc j'ai quel appris le âge? solfège. J'ai commencé le solfège, je pense, vers 7-8 ans. Ah oui. J'ai commencé par la flûte traversière. Je voulais faire du saxophone, mais il n'y avait pas de place, donc j'ai fait de la flûte traversière. C'était un peu moins cool que le saxo. Ça va, c'est pas de la flûte à bec. Mais non, mais du coup, je faisais de la flûte à bec au collège. Bah, on l'a tous fait. J'étais fort en flûte à bec, alors que les autres élèves, en général, détestaient ça. Donc, voilà. Mais donc, du coup, tu as eu très, très jeune, quand même, une attraction pour la musique, quoi. Oui. Ouais, la musique, c'est venu tôt dans ma vie. À 7 ans? Ouais. Il y avait un univers autour de toi qui faisait que... Mon grand frère faisait de la guitare. Mes parents aiment beaucoup la musique, ils sont mélomanes. J'écoutais beaucoup de musique quand j'étais enfant. Et je pense, je sais pas, après, j'ai eu de la chance, j'ai vu des gens autour de moi, j'ai vu des instruments. Il y avait un de mes instituteurs à l'école, justement, qui jouait de la guitare aussi. En cours? Ouais, qui nous faisait de la guitare en cours. Comme c'était un ami de la famille, de temps en temps, on allait manger juste, donc je pouvais jouer de la guitare là-bas. Je pense que c'est comme ça qu'est née ma passion de la musique. Et le chant? Et le chant, il est venu au fur et à mesure. J'ai fait de la chorale au collège. Ça, c'était vachement bien. Et Mais tout de suite, on te fait remarquer que tu as une belle voix. Non, pas la chorale. Donc toi, tu n'en as pas conscience à ce moment-là? Non. C'est après, en faisant des groupes, vers 14-15 ans, que je me suis mis à chanter. Je me suis mis à chanter un petit peu en autodidacte, plus tard. Le théâtre, la comédie, Ouais. ça apparaît quand? Dans ces années-là, année collège, je me souviens avoir fait un petit peu des ateliers théâtre, ce genre de choses. Mais dans la famille, c'était pas moi, j'étais le musicien. Dans ma famille, j'ai un comédien qui, petit, faisait le clown tout le temps entre... C'est ton grand frère? Non, c'est mon cousin, qui s'appelle Clément Parmentier et qui a un duo qui s'appelle Les Décaféinés. Ok, donc lui, c'était le rôle qu'on lui avait... Ouais, lui, c'était sa spécialité. Mais ça veut pas dire que t'as pas le droit... Non, mais la comédie, c'est venu bien plus tard, en faisant les premières comédies musicales. Ah aussi, je dirais que c'est vraiment à ce moment-là. Et du coup, tu n'as pas pris de cours de théâtre avant, plus jeune? Non, pas tellement. Un petit peu au collège, on avait monté quelques pièces, mais...
C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Florent Mothe pour la suite de Souvenirs d'écoliers. On va faire ensemble, cher Guillaume, un petit tour sur les antennes de School TV pour voir ce qui s'est passé. Regardez. D'abord, si on revient sur quelques chiffres, le premier Internet Safer Day, il a eu lieu en 2004. 20 ans plus tard, c'est désormais un événement mondial déployé dans 150 pays. Oui, c'est même, je crois, un peu plus cette année. Je crois qu'on va atteindre 180. Donc, au départ, c'est une initiative effectivement de la Commission européenne, dans le cadre de ce réseau Safer Internet, dont Internet sans crainte fait partie. Et avec la volonté, effectivement, de se dire, ce serait bien de consacrer un temps, comme ce réseau rassemble déjà des acteurs de la protection des mineurs, si on faisait une journée pour se dire, ce serait peut-être bien d'attirer l'attention de tout le monde sur les enjeux d'éducation numérique et sur la protection des mineurs en particulier. Et on voit que 20 ans plus tard, alors c'est plus du tout le même Internet, d'ailleurs on parle de moins en moins d'Internet et de plus d'usage numérique. Pour plein de jeunes aujourd'hui, quand on leur parle d'Internet, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on voit que les enjeux sont toujours là, et même d'autant plus là. Et la progression, on voit surtout que c'est au cœur, je trouve, du débat public. C'est un vrai sujet de société et ça ne l'était peut-être pas il y a 20 ans. En 2017, vous aviez publié un opus qui résonne malheureusement avec l'actualité aujourd'hui particulièrement. Sam et Watson préfèrent la paix. Je dis particulièrement aujourd'hui parce qu'entre-temps, la guerre est revenue sur le territoire européen. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de guerre et qu'elle n'était pas grave avant. Mais c'est vrai que ça l'a mise dans l'actualité tous les jours. Est-ce que vous avez l'impression que ça affecte particulièrement les enfants aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous en rencontrez plein dans des ateliers? Oui, je les rencontre dans les ateliers philo et aussi sur les salons et les festivals. Ouais. Et oui, ils m'en parlent beaucoup quand même. Et ils sont très au courant. Ça veut dire qu'ils regardent beaucoup les infos. Ils écoutent beaucoup ce que les adultes en disent. Donc ils m'en parlent avec vraiment des informations, des mots, voilà, c'est pas abstrait pour eux. Pas abstrait, non, ouais. et en fait, ils ont peur. Alors, c'est là où je pense qu'ils écoutent trop de choses. On leur dit trop de choses, mais vraiment, les enfants, ils ont la peur de la guerre qui pourrait arriver. Vous pensez qu'il faut leur cacher des choses? Non, pas du tout, non. Mais peut-être ne pas leur montrer toutes les émissions, surtout les images. Les images, ouais. Peut-être la radio, ce serait mieux. Les images sont vraiment choquantes pour les enfants. Ouais. Et ils vivent avec? Ils vivent avec. Alors, ils en parlent entre eux, heureusement. Et puis, heureusement, on peut en parler pendant les ateliers philo. Ouais. Et la parole, c'est absolument fondamental. 40 ans, Fabien, que le clé existe. Est-ce qu'il y a encore, au final, quelque chose d'expérimental? Alors, il y a quelque chose d'expérimental. Là, notre établissement se veut à la fois alternatif et expérimental. Nous proposons une autre vision de l'enseignement qui serait centrée effectivement sur les besoins propres des élèves et puis pour répondre surtout à la difficulté scolaire qui est créée par le système lui-même. Typiquement, aujourd'hui, on va s'interroger sur les conséquences qui sont assez négatives du passage au contrôle continu complet pour les élèves de première et de terminale. Ce n'est pas propre à l'établissement. On peut constater dans tous les lycées de l'éducation nationale. Ce contrôle continu génère un stress important et nous allons nous donner les moyens, en prenant en charge cette difficulté, de l'interroger et puis de proposer des solutions alternatives peut-être à cette évaluation en contrôle continu. C'est un des éléments qui nous permet de travailler de façon expérimentale. En temps de pédagogie alternative, quels sont les secrets de votre réussite? Pardon ? 40 ans de pédagogie alternative, quels sont les secrets de votre réussite? Alors, les secrets de la réussite, c'est avant tout le collectif. C'est-à-dire que le recrutement des enseignants aux clés se fait de façon cooptée. L'équipe est totalement autonome et viennent dans l'établissement des enseignants certifiés ou agrégés qui ont déposé un dossier, qui ont fait un stage dans l'établissement et qui sont recrutés par l'établissement. Nous sommes en dehors du système de recrutement habituel et donc ça assure la solidité de l'équipe puisque nous travaillons tous dans le même sens. Et puis il y a la rotation des tâches. Toutes les tâches de l'établissement sont assurées par les enseignants à tour de rôle qui sont élus pour ce faire et donc ça assure la cohésion et puis la parfaite compréhension des enjeux de l'école de façon générale. Ces propositions de loi relatives au respect du droit à l'image des enfants. C'est la vôtre, d'ailleurs, monsieur le député Bruno Studer. Vous nous avez rejoint depuis votre permanence dans le Bas-Rhin.
est-ce qu'il faudra bientôt le consentement des enfants pour les exposer sur les réseaux sociaux? C'est typiquement l'analyse que vous faites pour pouvoir déposer cette proposition de loi. Vous le dites, hein, on ne demande jamais finalement l'accord à ces enfants, à ces mineurs pour être exposés sur les réseaux sociaux, alors que les parents devraient peut-être 100 fois tourner leur pouce avant de poster une vidéo depuis leur smartphone, c'est bien ça? En tout cas, je pense que, et c'est pour ça que je passe par une modification du Code civil, dans la proposition de loi qui sera examinée au courant du mois de mars à l'Assemblée nationale, je pense que c'est une des grandes responsabilités des parents que de protéger et de mieux protéger la vie privée de leurs enfants au XXIe siècle, avec les réseaux sociaux. Cette vie privée, c'est la question des données personnelles. Je pense que là aussi, on a beaucoup de progrès à faire. Et c'est la question de l'image. Parce qu'il y a quelques données qu'on a aujourd'hui, c'est par exemple un enfant qui a 13 ans, et il a 1300 images de lui à peu près sur Internet en moyenne. Et ça pose la question du respect de la vie privée, et ça pose la question évidemment du mésusage qui peut être fait de toutes ces images, que ce soit en termes de détournement pédopornographique, typiquement l'enfant que l'on filme en train de prendre son bain, ou que l'on prend en photo après une compétition de gymnastique en tutu. Ce sont des photos qui sont très prisées. On estime que la moitié des photos échangées sur les forums pédopornographiques sont en fait des photos innocemment postées par les parents. Puis après, il y a la question qui rejoint l'enjeu de la vie privée, la question qui nous interpelle beaucoup, en tout cas, peut-être pas tous, mais je pense que ça va tous nous interpeller, de ces vlogs familiaux, qui sont des familles qui publient des vidéos sur leur vie privée, quasiment 24 heures sur 24, et qui sont aujourd'hui, qui échappent à l'action des magistrats lorsqu'il y a des dérives. Et c'est un sujet que je connais bien, puisque j'avais porté en 2020 la loi sur les enfants influenceurs. Mais dans le cas des vlogs familiaux, on n'est pas sur une relation commerciale ou une exploitation commerciale de l'image de l'enfant, et puis l'enfant n'est même pas forcément l'objet principal de la vidéo. Donc il fallait trouver les voies et les moyens de... je pense que c'est important de modifier le Code civil, voilà, pour essayer de progresser sur cette question. Je vais vous faire découvrir une petite fille, elle est américaine, elle habite à Nashville dans le Tennessee. Ouais, c'est grande patrie de musique. Voilà, mais vous savez, parfois on voit un enfant, il a un don, on se dit qu'on a l'impression que son avenir est tout tracé. Et bien là, c'est le cas de cette petite fille. Elle doit avoir quoi, 6-7 ans à tout casser, et elle a dû chanter dans toutes ses autres vies à Broadway, je pense. On regarde. You want finger balls? I got 20. But who cares? No big deal. I want one. But you is Lord as you're in the blood. Where the sea. Wish I can be. Part of that one. Non mais, ouais, c'est fantastique. Non mais la maman, et je vous assure, la maman n'est pas du tout dans la musique. Il y a une voix de ChatGPT derrière. Non, et la maman, elle est hallucinée à chaque fois, parce que on entend les réactions de la maman dans d'autres vidéos, elle fait waouh, elle-même n'y croit pas, parce que. Ouais, non mais c'est un montage. C'est pas un montage. Non, moi je peux vous faire en vrai, j'ai pas besoin de TikTok. Ah bon? La petite sirène, vous savez faire ça? C'est partir là-bas. Je nanana 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 nanana. Voilà, c'est tout ce que je connais. Elle était bien cette petite fille, vous, c'est quand même drôlement mieux. C'est génial, franchement, elle est incroyable. Non, c'est une jolie trouvaille. J'ai quand même le sentiment que vous essayez de responsabiliser au maximum tous ces élèves. Quel est l'impact justement dans leur développement personnel ? Alors là, dans le développement personnel, c'est les retours qu'on peut avoir notamment des gens qui viennent en visite chez nous, notamment à l'occasion des 40 ans du CLE, c'est d'avoir des élèves qui ont développé des compétences sociales importantes. C'est-à-dire la capacité à avoir la bonne distance quand on s'adresse aux individus, aux adultes, aux autres élèves, aux enseignants, mais aussi aux personnes qui viennent de l'extérieur, aux journalistes par exemple. Une capacité à être autonome et à prendre ses responsabilités,
et notamment, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une facilité à intégrer les études supérieures, y compris dans des universités de grande taille, alors même qu'on est, une petite structure, mais parce que les élèves ont été autonomisés. Notre CPE a mis en place, nous avons mis en place avec l'impulsion de notre CPE, François-Michel Dupont, depuis longtemps, notamment la systématisation des stages, alors professionnels comme partout en troisième, mais ils sont renouvelés en seconde. Ces stages professionnels. Et en première, il y a l'obligation pour tous les élèves de faire des stages en association dans le cadre d'un parcours citoyen. Donc nos élèves de première doivent aller travailler au Resto du Cœur, à la Voix des Femmes, enfin peu importe, dans des associations pour se mettre finalement au service du public et se décentrer justement de leurs conditions d'élèves et d'adolescents. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez envoyer tous vos commentaires, questions, remarques sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Insta et autres. Vous nous écrivez, on vous répond. Toute l'équipe est là pour le faire. Guillaume Ouattara, est-ce que vous répondrez? Avec grand plaisir, et je donnerai des conseils d'alimentation pour la cantine, j'adore ça. Et d'anglais ou pas? Et d'anglais, a little bit. Très bien, pas mal déjà. Ouais. Merci en tout cas à toute l'équipe de School TV aujourd'hui et pour le grand JT en particulier. Kylian Soula à la réalisation, Maxence Mougin au son, Taï Sayad pour le make-up, pour le maquillage, parlons français, et Maguessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Merci à tous, bonne soirée.